Bonjour Marie. Bonjour Bertrand. Lorsque vous êtes à HEC, est-ce que vous avez l'idée qu'un jour vous allez monter des boîtes ? Oui, j'avais quand même ça dans un coin de tête parce que j'avais fait une majeure qui s'appelle Entrepreneur, qui est quand même destinée à des gens qui ont envie de créer leur entreprise. Voilà. Donc je savais pas quand, comment, quoi, mais je savais que c'était quelque chose qui me tenterait. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là ? Vous dites il faut que je passe par quelques grosses boîtes histoire de me faire les dents avant de me lancer toute seule. Comment ça se passe ? Est-ce que vous avez un plan de bataille ? Alors moi, mon plan à l'époque, c'était d'aller travailler à New York. Voilà, donc pas vraiment de rapport avec l'entrepreneuriat, mais l'envie de partir à l'étranger, d'avoir une aventure à l'international, parce que je me disais que si justement un jour je voulais monter mon entreprise, c'était bien d'avoir vu autre chose que la France. Et ça tombe bien, vous partez chez Mécano, vous y passez 2-3 ans là-bas, et vous y trouvez votre mari d'ailleurs. Tout à fait. Donc c'est une affaire qui se passe ouais. plutôt bien. Et ensuite vous changez de boîte assez rapidement pour aller chez Danone, chez Eudebert précisément. Voilà. Alors là, on est à la fois, c'est amusant parce que c'est à la fois quand même c'est une société qui est assez entrepreneuriale, Danone. Et même si c'est l'énorme boîte, donc on peut se dire c'est la grosse machine et tout, on peut rien faire, on a les mains, on est un peu les mains, on va dire, prises. Et en fait, l'organisation d'Eudebert à l'époque était assez originale au sein du groupe Danone parce qu'en fait, on avait créé des équipes qui étaient conjointes entre le marketing et le développement. Donc en fait, il y avait quand même un esprit assez entrepreneurial, on pouvait tester des choses, on pouvait expérimenter. Donc là, à ce moment-là, vous vous dites, je suis dans des grosses boîtes, j'ai des postes importants, vous êtes product manager chez Danone. Qu'est-ce qui pourrait vous pousser à faire autre chose dans la vie finalement ? C'est pas mal ça, non ? Oui, en fait c'était justement les sirènes d'Internet quand même. On n'oublie pas qu'on est en 2000, donc c'est l'époque où commence à fleurir plein de créations de sites web. On est juste au moment de la bulle, et c'est vrai que alors j'ai à ce moment-là un enfant, mon premier enfant. C'est un moment où on se pose pas mal de questions. Et après la naissance de ma fille Anne-Charlotte en 2000, donc je me dis au fond j'ai pas envie de retourner chez Danone, même si c'était une super expérience, que j'avais adoré ça. J'avais vraiment envie de quelque chose de beaucoup plus petit, beaucoup plus entrepreneur justement, et beaucoup plus proche du terrain. Et c'est là qu'arrive 1001 listes, et vous y passez 5 ans là-bas. Exactement. Alors j'arrive au presque début de l'aventure, donc c'est une amie qui s'appelle Pauline d'Orgeval qui avait créé 1001 listes l'année d'avant. Quand je la rejoins, je suis la 3e personne à rejoindre l'aventure, donc c'est encore vraiment une toute petite start-up, mais qui commence à faire parler d'elle. Et là, je me fais plaisir pendant 5 ans, parce que je prends à la fois au départ des fonctions de direction marketing, qui très vite évoluent vers des fonctions de co-direction générale. Et là, je m'épanouis parce qu'en fait, j'arrive à vraiment faire des choses extrêmement variées, extrêmement différentes et qui correspondent vraiment à ce que j'avais envie de faire. Et en 2013, à l'époque j'avais 4 enfants, parce que entre-temps il y en a 3 autres qui sont nés, et c'est vrai que j'avais un peu une vie de fou avec des voyages tout le temps à l'étranger, et à ce moment-là je décide de partir presque du jour au lendemain en me disant c'est pas grave, je vais aller faire autre chose, j'aurai pas de mal à trouver, mais j'avais envie un petit peu de me retrouver moi-même. Et totalement par hasard, je fais une semaine de jeûne et randonnée. Donc je me retrouve dans un organisme qui me fait jeûner pendant une semaine, donc vraiment jeûner au sens strict, donc on ne mange rien. On marche, on fait de la méditation, et en fait ce séjour est une vraie révélation pour moi. Et j'en ressors assez transformée, et à la fois sur un plan aussi, un peu mental, enfin en gros l'envie de faire vraiment autre chose derrière, et je me passionne pour tous ces sujets autour des médecines alternatives. Donc l'homéopathie, l'ostéopathie, la méditation, les médecines chinoises. Et alors comme moi j'ai toujours cette petite case un peu de faut faire un business de ce qu'on aime, je me dis mais au fond qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je pourrais monter comme entreprise en lien avec cette nouvelle passion. Et finalement comme j'ai pas monté mon modèle, mon centre de santé de médecine alternative, je me suis mise à la place à organiser des séjours. Et je continue en parallèle de mon activité actuelle à faire de temps en temps 2-3 fois dans l'année des séjours détox. Et là vous commencez à monter des boîtes. Une première, une deuxième, et aujourd'hui une troisième également. Tout ça avec 4 enfants en fait. Et un mari qui est très très pris, c'est moins qu'on puisse dire, parce que lui-même il est. Vous avez fait HEC ensemble, vous êtes rencontrés à New York, il dirige aujourd'hui Saranza, donc il est très pris. Oui, donc, c'est vrai. Comment ça se passe à ce moment-là ? Est-ce qu'il y en a un des deux qui se dit bon, moi je reste dans des groupes un peu importants, et l'autre fait sa vie d'entrepreneur ? En fait, Stéphane, déjà arrivé à un stade, il était plus au démarrage de l'aventure Sarenza. Ça faisait déjà quasiment, à l'époque, 7-8 ans qu'il l'avait monté. Donc, il était plus dans la phase de croissance, stabilisation, que vraiment le démarrage de la start-up, qui est un moment, je pense, difficile à gérer en couple. C'est-à-dire que si on a 2 personnes qui sont en train de monter leur start-up exactement au même moment, c'est pas évident. C'est pas jouable même. Voilà, surtout avec les enfants, la vie de famille, tout ça. Donc, lui, il arrivait à un moment où moi, je pouvais me permettre de me lancer moi-même à ce moment-là dans une aventure entrepreneuriale. Voilà. Mais en ayant bien conscience qu'il faut s'y mettre à fond, quoi. Donc, c'est du boulot. Donc, ça veut dire que vous avez quand même un ticket de
sortie entre guillemets qu'on négocie en famille d'une certaine façon. Enfin, c'est un choix. Oui, c'est un choix de famille, bien sûr. Ouais. On se dit, bah voilà, est-ce que je prends le risque, parce que faut pas oublier qu'à ce moment-là, moi, je suis pas payée, quoi. Je perds en quittant Unibail, tout ça, je perds un super salaire, des conditions, des belles conditions salariales, des stock options, enfin tout ce qui va avec. Donc je me retrouve du jour au lendemain, avec plus de salaire, quoi. Donc il faut être capable d'assumer et d'avoir un mari qui assume. Il y a la détox, il y a le fait d'aider les gens, et puis vous dites tiens, allez, on va aller carrément au plus loin possible. Je vais faire du bénévolat 2.0, une plateforme de bénévolat 2.0 qui est Welp aujourd'hui finalement. C'est vraiment ça, c'est essayer de créer le projet utile par essence, quoi. Voilà, il y avait vraiment cette envie-là de monter un vrai projet d'utilité sociale. C'est pas totalement, différent finalement de mon projet aussi autour de la santé, parce qu'il y a toujours cette idée de transmettre, d'aider les autres en fait, qui est un peu en filigrane derrière tout ça. Et mais c'est vrai qu'en fait alors j'ai pas monté ça toute seule, hein. J'ai un ami à ce moment-là avec qui on échangeait pas mal, qui est un ancien collègue. Et en fait avec cet ami, qui était un peu comme moi, qui se posait aussi la question d'aider, mais qui lui voyageait beaucoup. On s'est dit mais au fond pourquoi est-ce qu'on crée pas un site de mise en relation de gens qui veulent donner un peu de leur temps, mais de temps en temps, pas forcément régulier, et de l'autre des gens qui ont vraiment besoin d'aide ponctuelle. Voilà, et c'est là d'où est venue l'idée de Welp. Est-ce que vous datez dans votre histoire le moment où il y a vraiment cette envie de se dire je vais être entrepreneur un jour qui naît? Est-ce qu'elle est arrivée très tôt? Est-ce qu'elle s'est faite forger à HEC ailleurs? Ouais, c'est une bonne question ça. Oui, moi je pense que dès HEC Entrepreneur, c'était quand même pas anodin que j'ai choisi cette majeure-là. On avait quand même travaillé pendant la majeure sur des projets concrets de création d'entreprise, puisque c'est le principe. Donc vraiment on se retrouve les mains dans le cambouis, donc dire voilà, vous avez un projet à monter, allez-y, faites le business plan, etc. Et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je me suis rendu compte qu'en fait j'aime beaucoup le terrain. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien mettre les mains dans le cambouis, j'aime bien faire. Et c'est vrai que quand on est dans des grands groupes, on est quand même dans beaucoup de politique. Voilà, et plus on monte, plus voilà. Est-ce que vous avez baigné dans une ambiance familiale qui était propice à ce genre de parcours-là? Non, pas du tout, parce qu'en fait j'ai une famille de médecins, une sœur médecin, un père médecin, un grand-père médecin, donc vraiment pas du tout. Je suis un peu une des premières, avec un oncle, à avoir fait globalement une école de commerce. Donc il y a pas vraiment cet esprit entrepreneurial. Donc je sais pas d'où ça vient, mais je pense que c'était assez ancré en moi. Dans un monde de médecins, l'idée de devenir entrepreneur lorsqu'on est une femme, ça passait bien, ou c'était finalement un peu à côté des perspectives? Non, ça passait bien. Alors, peut-être que je sais pas, peut-être qu'à 50 ans ça aurait été plus compliqué, mais là ça passait sans problème. Alors si je raisonne pas que par rapport à Welp, mais dans l'absolu de mes différentes expériences entrepreneuriales, ce que j'ai préféré moi, c'est le fait de vraiment d'être maître de ce qu'on fait, maître de son temps, de pas avoir de compte à rendre en permanence à des boss en fait, des chefs, des grands chefs, des petits chefs, etc. Je trouve que le fait de pas avoir à faire de politique. Ça, c'était un truc qui m'avait frustré quand même un petit peu à la fin de Danone, même si j'ai adoré cette expérience. C'est que j'avais l'impression de passer peut-être, 30-40% de mon temps à vendre des projets, en fait, à vendre mes idées en interne et pas les réaliser. Et je trouvais ça très frustrant. Quand on est dans entrepreneur, en fait, on a une idée, on la teste, quoi. Moi, je suis en permanence, je dis aux équipes, on fait ce qu'on appelle du test and learn. On teste des choses et puis on apprend de ce qu'on a fait, on apprend des erreurs, on apprend des choses positives et puis on itère un petit peu en s'améliorant. Où est-ce que vous avez gagné la confiance qui vous a permis de faire tout ça? Elle vient d'où celle-là? C'est une bonne question, ça. Je pense que j'ai aussi ça un peu tout le monde. Moi, j'ai énormément confiance en moi, en la vie, dans le destin. Enfin, je suis toujours convaincue que alors ça marche pas toujours, hein, mais je suis toujours convaincue que tout ce que je fais, ça va marcher. Voilà. Et depuis toute petite. Ouais, quasiment. Je crois donc c'est génétique finalement, c'est atavique. Peut-être. En tout cas, non, mais c'est pas tant que ça. C'est qu'en fait, c'est des expériences de vie qui font que vous avez une petite expérience et vous dites, tiens, finalement, le fait d'y croire, ça marche. Je donne 2 exemples. J'avais 14-15 ans, j'ai été sélectionnée pour faire les championnats de France à l'époque de monoski, parce que je faisais beaucoup de ski et j'étais plutôt bonne, même si j'habitais Paris. Et ma mère voulait pas me payer des trajets de train pour aller toutes les semaines m'entraîner, parce qu'il fallait quand même que j'aille m'entraîner tous les week-ends, ce qui était compliqué. J'étais en première à l'époque. Et donc, en fait, j'ai écrit un peu au culot au patron de la SNCF, qui habitait pas loin de la maison. Je sais plus comment, j'ai retrouvé son adresse et j'étais lui déposer une lettre en lui disant, voilà, j'aimerais bien faire ces compétitions, mais en fait, je peux pas forcément me payer un billet de train toutes les semaines. Est-ce que vous seriez prêt à me sponsoriser? Effectivement, je pense que ça a dû l'amuser qu'une gamine de 15 ans lui écrive. Et donc, il m'a dit, OK, à l'époque, c'était la carte Kiwi. Je sais pas si les auditeurs se rappelleront de ça. Ça date des années, 60, 80. Et donc, il m'avait donné un blouson carte Kiwi. Et puis, en échange, il m'avait payé, la SNCF m'avait offert mes billets de train. Alors. Est-ce que vous avez le sentiment, chez toutes les entrepreneurs que vous rencontrez, que cette confiance-là, finalement, elles en ont en plus parce que l'enfance, l'éducation leur ont offert cette chance-là? Est-ce que c'est une constante? Je sais pas trop. Pour moi, oui. Pour les autres, oui. Je pense quand même il faut avoir foi. Faut en soi, moi, un conseil que je donne toujours aux entrepreneurs, aux entrepreneuses, c'est il faut à la fois écouter les gens autour de soi, mais en même temps, faut pas trop les écouter non plus, justement.
parce que souvent les gens, quelquefois, il y a toujours des gens un peu pessimistes. Vous allez leur raconter votre idée, votre projet, ils vont dire tout le temps ça marchera jamais, c'est pas possible ton truc, etc. Donc ces gens-là, faut pas les écouter. En même temps, quelquefois, faut écouter parce qu'il y a aussi des bons conseils, mais je pense qu'il faut vraiment avoir foi en soi et foi en ses projets. Donc faut avoir un petit côté tête brûlée quand même au départ, qui est indispensable en fait. Que moi j'ai pas mal parce que je vous dis, je suis très sportif, je fais des triathlons, enfin j'aime bien faire des sports d'extrême, j'aime bien me pousser aussi sur un plan physique au bout de mes limites. Voilà. Donc pas que professionnel, mais aussi voilà. Il faut oser, il faut y aller à fond, il faut vraiment croire en ses rêves. Il faut pas trop s'arrêter, pas trop se dire j'y arriverai jamais. Faut y aller, faut pas hésiter.